Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration scientifique. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fascinant dans le sport de haut niveau. Ouais, l'effet papillon, c'est vraiment le terme parfait pour ça. Exactement. L'effet papillon, imaginez un simple bout de papier qu'on déplace sur un bureau administratif et boum, ça réécrit littéralement les lois de la physique pour une des épreuves olympiques les plus intenses au monde. C'est fou quand on y pense. Les distances bougent pas d'un millimètre, les athlètes sont les mêmes, mais tout change. C'est ça. On parle du relais mixte en triathlon. Avant, l'ordre c'était femmes-hommes, femmes-hommes. Et là, juste pour Paris 2024, ils sont passés à hommes-femmes-hommes, femmes. Et ça a complètement fracturé la dynamique de la course. C'est plus du tout le même sport en fait. Complètement. Et du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre cette nouvelle dynamique. Et pour ça, on va s'appuyer sur une source en béton. J'ai les références exactes ici. Vas-y, je t'écoute. Alors, c'est un article hyper rigoureux qui s'intitule Race Dynamics in Triathlon Mixed Team Relay Meaningfully Changes with the New Regulations Towards Paris 2024. Un titre bien académique, hein. Ah bah oui, on fait les choses bien. C'est rédigé par Jesus Martinez Sobrino, Jesus S. Del Cerro, José M. González Rave et Santiago Vega. Et ça a été publié dans le Journal of Sports Science and Medicine. Ouais, le volume 23, si je dis pas de bêtises. C'est ça, page 358 à 365, publié en ligne le 1er juin 2024. Donc c'est du très lourd, c'est des données ultra récentes. Et pour bien poser les bases pour notre audience, il faut rappeler ce qu'est le relais mixte, le format MTR. Oui, le fameux format super sprint. C'est quoi exactement les distances, rappelle-nous? En gros, c'est très court et ultra violent. Chaque athlète fait entre 270 et 300 mètres de natation, suivi de 6,6 à 8 km de vélo, et enfin 1,6 à 1,9 km de course à pied. Donc c'est vraiment un sprint absolu. La marge d'erreur devait déjà être microscopique, non? Ah bah elle l'était, mais avec ce changement de règle, elle a tout simplement disparu. Il n'y a plus de marge du tout. C'est ouf. Moi, la façon dont je le vois, l'analogie qui me vient, c'est comme une partie d'échecs, tu vois. Une partie d'échec? Comment ça? Bah, c'est comme si on t'inversait soudainement les pièces disponibles pour ton ouverture, le plateau reste le même, les cases sont les mêmes, mais toute la géométrie pour atteindre la victoire, elle est complètement altérée. Ah ouais, c'est une excellente image. Parce que cette ouverture d'échec avec les hommes qui partent en premier maintenant, ça dicte tout le positionnement dès la toute première seconde. D'accord, alors décortiquons un peu ça. Puisque le premier athlète à plonger est un homme, comment ça impacte concrètement les toutes premières minutes? Bah, avant, avec la règle femme-homme, la première ligne droite vers la première bouée en natation, elle était gérée par des femmes. Et ça changeait quoi au niveau de l'eau? Leur profil de puissance lissait un peu l'étirement du peloton. C'était plus groupé à la sortie de l'eau. Mais là, avec des hommes au départ. L'explosion totale. Exactement. La puissance explosive initiale des hommes est plus élevée, du coup ça génère une fragmentation brutale et quasi immédiate de la course. C'est chacun pour soi, très vite. Et l'étude le prouve avec des chiffres, j'imagine. Ah oui, massivement. L'étude a analysé 129 équipes nationales, ce qui représente environ 516 triathlètes d'élite sur les saisons 2022 et 2023. C'est un échantillon énorme. Et ils ont trouvé quoi avec ces données? Ils ont utilisé des modèles d'arbres de décision. Tu sais, c'est des algorithmes prédictifs très pointus, d'une précision impressionnante. On parle de 86% de précision. Attends, 86%? C'est énorme pour de l'analyse sportive. Complètement. Et la stat qui tue, c'est que le premier relais, donc le relais masculin maintenant, il détermine à lui tout seul 21% du résultat final de toute l'équipe. Waouh! 21%. Et il a une capacité prédictive globale de 32%, c'est ça que dit l'article? C'est exactement ça. Et là où c'est dingue, c'est quand tu compares avec l'ancienne réglementation. Ah oui, avec les femmes en premier. C'était quoi l'impact avant? Avant, le premier relais féminin n'avait qu'un impact de 3% sur le résultat final. On est passé de 3 à 21%. Juste par un changement administratif. C'est vertigineux. Et j'ai vu un truc fou dans l'étude concernant la vitesse du premier relayeur masculin. Ouais, la fameuse règle du 0,5 km/h. C'est ça. En gros, si l'homme du premier relais accuse un retard de seulement 0,5 km/h par rapport au leader de la course, l'équipe perd mathématiquement ses chances de médaille. Fini. Game over dès les 10 premières minutes. Mais attends, je vais poser une question un peu naïve exprès. On parle de distance hyper courte là.
c'est du sprint. Ouais, tout à fait. Pourquoi le deuxième athlète, donc la première femme de l'équipe, elle peut pas juste fournir un gros effort explosif, juste taper un sprint pour rattraper ce léger retard? C'est dans la tête ou c'est de la pure physique? Ah oui, c'est de la pure physique, implacable. C'est une question de coût physiologique. À ces vitesses-là, combler un écart, ça veut dire lutter tout seul contre la résistance de l'air et de l'eau. Ah oui, l'aérodynamisme. À plus de 40 km/h à vélo, la résistance, elle n'est pas linéaire, c'est ça, hein? Elle est complètement exponentielle. Le peloton de tête, lui, il roule à une puissance lissée. Il profite de l'aspiration, le fameux drafting. Les premiers fendent l'air pour les autres. Donc si t'es toute seule derrière, Si t'es seul et que tu dois rattraper un groupe qui roule déjà à 45 km/h, tu dois produire un effort physiologique massif. Tu pousses des watts que ton corps peut tenir, genre quelques dizaines de secondes maximum. et après tu t'effondres. Voilà. Ton corps se remplit d'acide lactique. Et comme il reste la course à pied juste après, c'est du suicide sportif. C'est physiquement impossible. Ok. Donc si c'est impossible de rattraper un retard tout seul, j'imagine que la survie de l'équipe, elle repose entièrement sur la dynamique du groupe, non? Exactement. C'est là qu'on rentre dans l'art du peloton. C'est vital. Ce qui nous amène à un point super intéressant de l'étude. Historiquement, on a toujours dit que le triathlon, ça se gagnait sur la course à pied. La fameuse phrase « le vélo, c'est pour arriver frais pour courir ». C'est ça. Mais là, l'étude montre que la nouvelle règle a considérablement augmenté l'importance du cyclisme et de la natation. Comment ça s'explique? Les chercheurs ont utilisé ce qu'ils appellent une analyse des correspondances. C'est un outil statistique qui révèle comment les groupes se forment. Et ce qu'ils voient, c'est que la course se fragmente beaucoup plus tôt. Dès le premier relais masculin, du coup, comme tu disais? Voilà. Donc, quand la triathlète féminine du relais numéro 2 s'élance, elle hérite d'une situation déjà éclatée. Rester dans le peloton de tête après sa propre natation est devenu un critère absolu pour espérer une médaille. Attends, donc sa mission en natation, c'est pas d'aller le plus vite possible dans l'absolu. Non. Sa mission, c'est de sortir de l'eau exactement dans les pieds des leaders, pour pouvoir sauter sur le vélo en même temps qu'elle et intégrer le peloton cycliste. Profiter de l'aspiration à vélo, ça réduit massivement l'effort perçu et le coût énergétique. C'est fou. Moi, ça me fait penser à, tu sais, rater le départ d'un train à grande vitesse. Ah, l'image du TGV, ouais. Bah oui, c'est ça. Si l'athlète n'est pas à bord du peloton lors de ses 2 premiers relais, c'est comme si elle se retrouvait à courir sur les rails pour essayer de rattraper un TGV en marche. C'est perdu d'avance. C'est une super métaphore. Une fois que le TGV est parti, les portes sont fermées. Si t'es sur les rails, tu prends tout le vent de face, pendant que ceux dans le train économisent genre 30% de leur énergie. C'est énorme, 30%. Ah oui, à ce niveau-là, c'est la différence entre l'or et la 15e place. Donc les relais 1 et 2, c'est vraiment de la survie, c'est attraper le bon wagon. Bon, alors si le début de la course, c'est une question de survie dans ce train à grande vitesse, que se passe-t-il à la fin? Parce qu'à un moment donné, la fatigue s'accumule, le peloton explose, non? Eh bien, c'est là qu'on arrive au paradoxe de la 4e étape. C'est peut-être la révélation la plus dingue de toute l'étude. Ah ouais, parlons-en. Parce que ça m'a frappé en lisant le papier. Le 4e relais, qui est obligatoirement féminin maintenant, c'est le facteur prédictif le plus important du résultat global. De très loin. On parle de 30% d'importance dans l'équation finale. 30%. Et sur la globalité de la course, la performance des femmes influence le résultat final à hauteur de 7% contre seulement 1% pour les hommes. Exactement. L'impact de la performance masculine au-delà du positionnement initial est minime. Ce sont les femmes qui dictent le chronomètre final. Mais là, je dois intervenir avec une question critique. Parce que j'ai regardé les données brutes dans les tableaux de l'article. Ouais, et Et physiquement, biologiquement, les femmes ont une vitesse moyenne absolue légèrement inférieure à celle des hommes sur ces segments précis. c'est vrai, les chronos absolus sont légèrement au-dessus. Du coup, c'est pas totalement contre-intuitif qu'elles aient un impact mathématique beaucoup plus lourd sur le temps final. Je veux dire, est-ce que c'est juste parce que leur temps de présence relatif sur le parcours est plus long et donc leur donne plus de poids? Alors, c'est une excellente déduction. Oui, comme leur vitesse est un peu inférieure, elles passent un temps absolu légèrement plus long sur le parcours. Donc, mathématiquement, ça pèse un peu plus sur le temps total du relais. D'accord, mais c'est pas que ça, si. Non, c'est loin d'être que ça. Le vrai secret, c'est l'absence de peloton à la fin. Lors du 4e relais, le peloton est tellement fragmenté que les médaillés se retrouvent souvent à courir complètement en solo. Ah, donc l'effet de groupe protecteur, le fameux TGV, il n'existe plus du tout. Exactement. Il n'y a plus de drafting pour lisser les différences. Les écarts se sont creusés et chaque seconde gagnée ou perdue par la dernière relayeuse impacte directement le temps final de l'équipe, seconde pour seconde. C'est fascinant. C'est là que la pure capacité individuelle des athlètes féminines éclate au grand jour.
C'est ça. Et l'étude donne des temps précis, des seuils de bascule. C'est hyper chirurgical. Oui, j'ai vu ces chiffres. Un retard de plus de 2 minutes et 13 secondes après la toute dernière natation, c'est fini, tu sors du top 10. C'est une guillotine statistique. Par contre, si l'équipe a un retard inférieur à 55 secondes juste avant la dernière course à pied, La porte reste ouverte pour la médaille. voilà, à condition que la dernière relayeuse sorte une course à pied d'anthologie en solo total. Et ça nous amène parfaitement à notre dernier point, parce qu'on connaît l'importance du premier relais pour le positionnement et l'importance du dernier relais pour la conclusion individuelle. Ouais, la grande question c'est comment tu composes ton équipe avec ça. C'est ça. Quelle est l'arme fatale pour décrocher l'or à Paris et la course à pied dans tout ça? Eh bien, malgré tout ce qu'on a dit sur la tactique à vélo et en natation, la course à pied restait la discipline reine. Elle reprend ses droits à la fin, quoi. C'est ça. L'étude montre qu'elle a une importance de 11% sur le résultat final, contre 9% pour les deux autres. En gros, les médaillés réalisent systématiquement les meilleurs temps de course à pied, surtout sur les relais 3 et 4. Donc en termes de stratégie pure, le fameux « et alors ?» Qu'est-ce que les entraîneurs doivent faire de ces statistiques? C'est là que l'étude se transforme en vrai manuel stratégique. Si une équipe n'a pas 4 athlètes de niveau strictement égal, genre vraiment le même profil, Ce qui est souvent le cas, hein, il y a toujours des petites différences. la règle mathématique dicte de placer ses meilleurs éléments, donc le meilleur homme et la meilleure femme, en relais 1 et 2, Attends, on grille ses meilleures cartouches au début, hein. Pourquoi? pour garantir cette fameuse place dans les pelotons de tête. C'est le seul moyen de maximiser l'effet d'aspiration. Si tu mets ton meilleur coureur en relais 4, mais qu'il part avec 3 minutes de retard parce que les autres ont loupé le peloton, son talent ne sert à rien. C'est hyper logique vu comme ça. Et inversement, si une équipe a le luxe d'avoir 4 superstars mondiales, Là, on inverse la logique. Tu réserves les athlètes qui ont la meilleure capacité de performance en solo, ceux qui n'ont pas besoin du peloton pour rouler fort, pour les relais 3 et 4. oh, j'adore ça! Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est comme organiser le braquage parfait. Un braquage, vas-y, développe. Bah oui, au début, au relais 1 et 2, t'as besoin du chauffeur de fuite, tu vois. Celui qui sait se fondre dans la circulation, frotter dans le peloton, naviguer le chaos sans jamais perdre de vitesse. Ah ouais, le pilote dans la machine à laver de la natation. C'est ça, mais à la fin, une fois que t'es devant le coffre-fort, il te faut le perceur de coffre. Celui qui opère dans le silence, totalement seul, sous une pression monstrueuse, sans l'aide de personne. C'est exactement ça. Les relais 3 et 4, c'est le perceur de coffre face à son propre acide lactique, avec les alarmes physiologiques qui hurlent. C'est une métaphore parfaite de ce que l'étude démontre. C'est génial de voir comment la science confirme l'intuition tactique. Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que le passage de cet ordre femme-homme à homme-femme, homme-femme, ça n'a pas juste déplacé la ligne de départ. Non, ça a transformé la nature même de la course. C'est devenu hybride. Une épreuve impitoyable de survie en peloton au début, suivie d'une démonstration héroïque d'efforts solitaires à la fin. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion que j'aimerais partager avec ceux qui nous écoutent. Je t'en prie. Si une simple modification administrative, juste un changement d'ordre sur un fichier Excel, peut modifier de façon si spectaculaire les exigences d'un sport, on peut se demander quelles autres disciplines olympiques opèrent sous des règles arbitraires. Ah ouais, des règles qui favorisent involontairement des profils athlétiques complètement différents de ce qu'on pensait à l'origine. Exactement. Pensez à l'athlétisme, à la natation. Parfois, une simple règle historique fige complètement la définition du meilleur athlète. C'est vertigineux. C'est une super question pour terminer. Ça invite vraiment à regarder le sport autrement. Pour tous les passionnés qui veulent aller plus loin et plonger dans ces fameux arbres de décision statistiques, on vous encourage vivement à lire l'article original. Franchement, oui, allez voir les graphiques, ça vaut le coup d'œil. Je rappelle le titre, A Race Dynamics in Triathlon Mixed Team Relay Meaningfully Changes with the New Regulation Towards Paris 2024. C'est publié dans le Journal of Sports Science and Medicine. Vous trouverez tout ça facilement en ligne. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer aucune de nos prochaines analyses académiques. On a plein de trucs sympas en préparation. Ouais, on se retrouve très vite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine!